Si on revient à la notion de besoin et d'exister en relation, euh, tu sais, j'ai envie de dire, même le parent, faut qu'il existe avec ses besoins, avec ses limites auprès de ses enfants aussi, parce que sinon il y a de l'oubli de soi et tu modélises quelque chose pour l'enfant qui est pas réaliste. Et donc l'enfant, il va acheter comme croyance que quand on est un adulte, on s'oublie. Et ça marche pas, tu vois. Je me demandais d'ailleurs par rapport aux sentiments amoureux, tu évoquais une dépendance dans l'amour et l'affection que pouvaient te porter et l'attention que pouvaient te porter les hommes dans une vie passée. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu as connecté à l'intérieur de toi, est-ce que tu envisages la relation amoureuse vraiment différemment? C'est quoi ces grosses différences si jamais il y en a? Ouais. Alors attends, je vais prendre le temps d'y penser. C'est Je une t'en grande prie. question, hein. C'est une grande Hmm. question. Puis pareil, dans le livre, j'en parle avec beaucoup de transparence. La relation amoureuse, ça reste le nœud pour moi. Tu sais, c'est j'ai envie de dire, c'est un dossier qui continue d'être travaillé. Et c'est un dossier qui est passionnant aussi, que je trouve vraiment passionnant. Puis je me suis même formée pour devenir thérapeute de couple, hein. C'est vraiment un sujet très, très stimulant. Euh, donc, c'est sûr que pour moi, la vision de la relation amoureuse a, bah oui, a beaucoup évolué, c'est certain, parce qu'en fait, comment je la vivais avant, c'est que je n'existais pas. Je vivais pour l'autre, pour que l'autre continue d'être avec moi. En fait, c'est ça. Fait que aujourd'hui, chacun a retrouvé sa place. C'est-à-dire que, et puis ce que je comprends, en fait, je pense que j'ai une vision de l'amour amoureux aujourd'hui qui est beaucoup plus réaliste, en fait, hein. J'étais un peu dans l'inconscience, dans le conte de fées aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que, ah oui, moi j'aime beaucoup parler de la relation affective mature. C'est-à-dire que une relation amoureuse, ce sont deux êtres humains qui ont des besoins et qui ont des limites et qui ont un passé avec des zones sensibles. Donc à partir de ça, il faut sortir de cette idée d'amour inconditionnel, parce que souvent, moi, c'est ça que j'ai compris et que j'ai vu, en tout cas au fil de mes recherches, etc. C'est que souvent, il y a un des deux conjoints qui a des attentes que l'autre réponde à ses besoins. Donc en fait, c'est hyper insatisfaisant. Et en plus, la personne n'est pas consciente de ses besoins. Donc l'image que je donne, moi, c'est l'image de la cible. Tu sais, quand tu joues aux fléchettes, euh, c'est comme si on attendait que notre conjoint devine où est la cible dans la maison et qu'il avait en plus un masque sur les yeux, tu vois. Donc, puis l'autre, il veut, hein, parce qu'il l'aime, parce qu'il y a plein de bonnes intentions dans une relation amoureuse, là. Mais c'est comme s'il devait, voilà, lancer ses fléchettes à l'aveugle en espérant de viser dans le mille, tu sais. Donc voilà, la relation affective mature, c'est d'être conscient de ses besoins, d'être capable de l'exprimer aussi dans la relation et d'accepter qu'on a nos limites et que l'autre a ses limites aussi. Puis comment on compose à partir de ça, avec les frustrations et avec ce désir d'aimer aussi, de chérir l'autre. Mais je vois ça comme voilà, en tout cas, cette relation où on essaye autant que possible de ne pas s'éteindre, et c'est notre responsabilité aussi d'aller nourrir le feu de la relation. Ouais. Voilà, j'aurais plein de choses à dire, hein, mais Oui, je vais j'entends, y il y en a rester là pour beaucoup. l'instant, là. Là, ce qui me vient en parlant de ça, c'est que peut-être l'amour inconditionnel, je sais pas si tu seras d'accord avec ça, il faut se l'apporter à soi, en fait, puisqu'à des moments, on va, pour faire perdurer la relation, accepter des choses qui sont clairement, on prend sur soi énormément pour que la relation perdure, et à ce moment-là, on s'aime pas inconditionnellement, et de toute façon, c'est des bombes à retardement qu'on laisse pour plus tard quand on fait ça. Oui, oui. Donc quand on s'aime soi-même inconditionnellement et qu'on poursuit la relation avec l'autre, c'est qu'on est en train de l'aimer. Oui, ben oui, oui.
Oui, il y a quelque chose de. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans l'amour, en fait, le besoin d'amour, c'est le besoin d'être aimé et le besoin d'aimer aussi. Et c'est vrai, d'aimer l'autre avec ses limites. Euh, et c'est vrai que quand moi, j'accepte moi-même mes propres limites, que je suis capable de m'aimer même si l'autre ne peut pas répondre à mes besoins de la manière dont je les exprime, bah, il y a quelque chose qui est plus en paix aussi. Et donc la relation est plus, est moins, il y a moins de pression, c'est plus léger. Puis dans ce que tu as dit, que j'aime bien, que j'ai envie de souligner, c'est tout le bout d'accepter de perdre, en fait, accepter de perdre l'autre pour pas se lâcher soi, tu vois. Et en fait, et ce qui est incroyable, c'est que dans ces moments-là, ben, finalement, on gagne des deux côtés parce que l'autre sent moins de pression, il se sent accepté avec ses limites aussi, et du coup, ben, l'engagement est plus facile. On avance plus sur le pont de la relation. Moi, j'aime bien cette Ouais. image, pont de la relation. Mm. Bah, disons que dans ce que tu as vécu et dans ce que j'ai vécu moi aussi, que je partage pas, enfin voilà, que j'ai pas encore partagé ici, simplement c'est le fait de ne plus avoir le droit à l'amour conditionnel de quelqu'un d'autre qui m'a fait accéder à mon amour inconditionnel de moi. Et donc je remercierai jamais assez la personne qui a fini par me donner la baffe ultime, parce que je m'en suis pris plein des baffes avant celle-ci. J'ai adoré cette baffe ultime, je l'ai détestée sur le moment, j'ai cru que voilà, ça allait être fatal. Mais c'est tellement un service qui m'a été rendu à cet endroit-là où j'ai été renvoyé à mon amour inconditionnel pour le découvrir. Ah oui, bah oui, bah je crois que ça me fait de quoi d'entendre que tu as eu cette, tu sais, quand tu dis, t'as l'impression que ça aurait pu être fatal, tu sais, comment tu as rebondi aussi avec ça, là, mais c'est pas rien. C'est beau de t'entendre dans comment tu as pu, toi, t'en servir comme un. Tu sais, c'est le cadeau mal emballé, là, mais finalement, tu as été capable, toi, de nourrir cet amour à l'intérieur de toi pour finalement sortir de. Parce que c'est toxique, l'amour conditionnel. Tu sais, c'est ça aussi, c'est je t'aime si. Ouf. Hmm. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, justement, une relation amoureuse bah, bien vécue, et alors j'ai la chance d'être en train d'en vivre une qui est vraiment chouette de ce côté-là, c'est de dire je peux m'aimer inconditionnellement et la personne avec qui je suis peut faire de même pour elle. Et c'est les zones où les deux façons de s'aimer inconditionnellement vont frictionner, où il y a des discussions qui sont riches et on voit comment on avise. Après, on n'est pas des surhumains, voilà, on gère aussi des frictions. Mais par contre, le fait de dire que la base de départ, c'est que en fait la relation, elle a lieu à l'endroit où je m'aime inconditionnellement et où elle s'aime inconditionnellement. Et puis, ben voilà, on verra bien si on fait tenir cet équilibre-là à deux et combien de temps. Mais en tout cas, c'est la base sur laquelle on est en train de construire. Et donc du coup, je me dis, waouh, la base de ouf. Bah Je suis oui. trop content. C'est beaucoup de joie, de coup, Mm. tout ça. C'est beaucoup d'amour, en fait, hein. Ben, bravo, bravo. Bon, c'est pas de ma Je suis faute. contente. Ben, Mathieu, oui, tu as toute une responsabilité là-dedans, hein, Mm. tu t'y contribues, là, tu travailles fort pour ça, parce que tu es à l'écoute de tes besoins, tu es conscient de ta valeur, et tu te donnes, toi, cette importance pour exister dans la relation, et pas t'oublier, justement. Puis la rencontre, c'est ça, hein, c'est rencontrer quelqu'un. C'est ça comment dire, qui fait que ça dévie aussi, c'est qu'en fait, quand tu te fonds pour plaire à l'autre, tu te perds là-dedans, et du coup, l'autre, tu sais, on sait même plus qui on aime finalement là-dedans, là. On perd de vue même la personne. On est, et ça, c'est là qu'on tombe dans une dépendance affective, en fait. On est tellement attaché au lien, à la relation, plutôt qu'à l'autre pour ce qu'il est, tu vois. Ouais, j'entends. Et oui, je vois bien ce que tu veux dire. Je trouve que, en fait, je dis j'ai rien fait. C'est juste, je me suis aimé et donc j'ai rencontré cette personne. Avant, je m'aimais pas et j'avais besoin de quelqu'un pour le faire. Du coup, j'ai rencontré Ouais, l'autre personne. ouais, Et ouais. donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'y suis pour rien et en même temps j'y suis pour tout. Enfin, et c'est Et les voilà. deux sont aussi vrais l'un que l'autre, je crois. Ouais, ouais. Mais c'est du travail, tout ça. Hmm. C'est pour ça que quand tu dis j'y suis pour rien, mais oui, tu y es pour tout. C'est beau comment tu le dis, Mathieu. Ouais, je suis contente pour toi. C'est inspirant de t'entendre dans ta relation. Bah, j'espère. Et puis, de toute façon, c'est fait. Oui, voilà, c'est J'ai ça. déjà partagé. Je Bah me oui. demande, pour sortir du domaine amoureux, je me demande,
sur cette chaîne, en fait, on aborde beaucoup les étiquettes. Aujourd'hui, on fait exception un peu à la règle, mais je voulais quand même citer un petit peu ce domaine-là avec toi. Est-ce que toi, il y a une étiquette précisément qui t'a aidé à mieux te comprendre et t'accepter et qui te correspond encore aujourd'hui ou pas, qui a été temporaire pour toi? Ouais, c'est une bonne question. Alors, c'est sûr que moi, j'ai été formée avec une approche, l'approche non directive créatrice, hein, créée par Colette Portelance, où justement, on met beaucoup en valeur l'unicité de la personne. Alors, c'est sûr que les étiquettes, on essaye de quitter ça pour trouver notre essence. Euh, Puis je vais d'ailleurs animer un atelier là au printemps sur ce sujet là. Euh, et alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, en fait, j'aime bien l'idée de sortir de la comparaison, parce que dans la comparaison toxique, mais par contre aller vers vers l'inspiration. C'est-à-dire que il y a des personnes où je me sentais rejointe. Et ça, au niveau étiquette, on pourrait, je sais pas si c'est ça dont il est question, mais je peux dire qu'il y a des personnes, certaines, on va dire, catégories de personnes où je me reconnaissais, tu vois. Et ça, mais ça veut pas dire que je me suis identifiée, ça veut plus dire que je me suis sentie rejointe par certains aspects. Et en fait, par exemple, tu vois, enfin, si on veut aborder ce sujet de la douance, mais je sais qu'on en a déjà parlé quand on s'est rencontrés, je vais juste te parler pour moi. À un moment donné, moi, j'ai compris que c'est vrai que ça allait vite. J'ai un rythme qui va vite, autant dans ce que je fais que quand je pense, fait que je suis capable de mener, je sais pas combien de projets en même temps. Et en fait, il y a un bout où, avant, comme j'avais peur de me mettre en avant, de me mettre en lumière et d'être valorisée, parce que j'avais peur qu'on vienne me rabaisser, j'avais tendance à plutôt éteindre ce feu d'hyperactivité, on va dire. Donc, et en fait, de voir des gens qui avaient ça et qui s'assumaient là-dedans, ça m'a dit, ok, mais en fait, je crois que moi, c'est un peu ça. Et du coup, bah, c'est ok si j'écris un livre, je monte des conférences, je suis thérapeute, je fais des études de yoga en même temps que de thérapeute et que, en tout cas, je fais plein de trucs en même temps et que j'arrive à tout mener à bien. Et du coup, ça m'a aidé à m'accepter, moi, avec ce rythme rapide, en fait, tu vois. Et puis ça, c'était pas rien, en fait, quand même, pour moi. Donc, c'est ça, c'est ça que j'aurais envie de dire. Et Ouais. comme je vois des personnes qui ont un rythme plus lent et qui s'assument aussi avec ça et qui sont bien là-dedans, et c'est parfait, en fait. Chacun son rythme, chacun ses couleurs d'ailes, de papillons. Et, et c'est ça qui est beau aussi, c'est cette diversité, c'est dans la nature, il y a pas une fleur qui est pareille, tu sais, tout est, voilà, tout est unique. Donc oui, de s'identifier à certaines branches, pareil, comme t'es une fleur, t'es un arbre, de Bah, l'herbe. dans, dans l'idée, moi, j'évoquais plutôt mais super ta réponse, je te remercie beaucoup. J'évoquais des étiquettes comme un peu, en fait, des moyens justement de prendre conscience de certaines choses. Donc, tout à l'heure, tu parlais par exemple de la dépendance affective, qui pour moi peut être une étiquette, en fait, finalement, considérée comme telle. Puis y avoir la multipotentialité, puis y avoir la douance, puis y avoir l'hyperactivité, puis y avoir l'hypersensibilité, puis y avoir énormément d'étiquettes. Euh, on considère comme étiquette aussi l'orientation sexuelle qu'on peut découvrir aussi au bout d'un moment. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui font que ça passe par une réduction à une appartenance à Mhm, un groupe pour mhm. déboucher vers sa singularité et l'ouverture à son essence. Et je pense qu'à des Ben moments, oui, on a besoin de passer dans ces sas de compréhension pour s'accueillir ensuite quand ça ouais, s'élargit derrière le sas. C'est pour ça ben que je oui. fais cette chaîne, en fait. Et cette chaîne, elle existe exactement pour ça, pour considérer les étiquettes comme des sas et non pas comme Mm. des points d'arrivée. Voilà. Ah oui, même, c'est magnifique. J'aime beaucoup comment tu en parles. Ben oui, tout à fait. Puis en fait, ça revient à une des premières questions que tu m'as posées par rapport au sentiment d'appartenance. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour l'être humain, de se sentir appartenir à un groupe. Et en fait, c'est de pouvoir se reconnaître. C'est un thème que j'aime beaucoup, la reconnaissance aussi. C'est se sentir exister, être vu, connu, reconnu.
Donc oui, se reconnaître en l'autre aussi, ça aide à mieux se connaître et à pouvoir se définir avec voilà, avec son unicité. Puis c'est tellement le fun de, de, de partager avec d'autres gens aussi qui ont ça, tu vois, dans cette telle ou telle étiquette. Là. Mais c'est vrai que ça met en joie aussi d'appartenir à un groupe. Ouais, en fait, ça permet un certain niveau de lâcher prise. Il y a quelques jours de ça, j'ai assisté à la Journée mondiale de la sensibilité et dans cet espace qui a été créé avec des gens qui se reconnaissent dans cette sensibilité élevée, il y a eu une autorisation de la part de tout le monde à lâcher les chevaux en termes d'expressivité, parce que tout le monde se sentait dans un espace préservé. Et donc, du coup, plutôt que de l'appréhension, il y avait de l'enthousiasme à ouvrir les vannes, en fait. Il y avait un truc comme ça. Et c'était assez jouissif. Ça permet des parenthèses aussi comme celle-ci, voilà. Mhm. Je trouve ça intéressant. Et c'est pas que vertueux, ça dépend comment on l'habite et ça dépend comment on l'incarne, évidemment. Mais j'ai Mhm. l'impression qu'on peut utiliser ce genre de d'indication pour se rencontrer derrière l'indication. Voilà. Ça te dit où Mhm. viser et derrière il y a toi. Donc il y a la carte et il y a le territoire, quoi, en gros. Mais oui, mais oui. Ah, ben bravo, en tout cas, d'œuvrer en ce sens ouais, pour que chacun puisse se trouver ouais, dans toute sa singularité aussi, à travers ses étiquettes. Bah ouais, c'est chouette. Justement, il y a plein de gens qui le font de plein de manières différentes. Toi, t'as cette formation et puis en plus, t'es dans une autre partie du globe et il y a cet élan commun avec des caractéristiques différentes, des histoires différentes qui se recoupent à des moments puisqu'on a pu voir des résonances entre ton parcours et le mien. Et j'imagine qu'il y a des gens qui vont regarder cet entretien et pour qui il y aura voilà, une vraie résonance avec ce que tu exposes et la façon dont tu l'as parcouru. Ça peut être vraiment inspirant. Et c'est là où il y a ces résonances-là, c'est à partir de ça qu'on va aller chercher autre chose, je crois. Mhm. Donc voilà. Oui, oui, et puis ça m'amène à parler d'un concept que j'aime beaucoup, le concept d'expanders. En fait, c'est ces gens, en fait, il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais c'est ces gens qui nous aident à trouver de l'expansion, en fait. Tu vois, ces gens lumineux là qui t'attirent et que tu dis ah là là, c'est tellement, ça me met en joie d'être au contact de cette personne-là et de voir qu'en fait, ça vient réveiller un besoin en nous qui n'est pas vraiment répondu et donc qui peut nous amener à toujours voilà, vers plus de création de nous-mêmes. Mm. Et tant mieux chouette. si ça résonne aujourd'hui, là, cette entrevue. Et c'est vrai qu'en nous, ça a été cette rencontre-là aussi, hein, de voir qu'on se sentait rejoints sur plein de sujets communs. Ouais. Mm. Tout à fait, mais justement, on peut en venir à la fin de ce teaser interminable. On s'est rencontrés en fait complètement par hasard lors d'un mariage de personnes qu'on connaissait, justement pas par les mêmes canaux, et on s'est retrouvés à discuter à l'extérieur et en 2 secondes comme ça, bah voilà, t'étais programmé pour une interview C'est qu'on est en ça. train de vivre actuellement, Ouais. et Mais euh, oui. et, d'a- c'était aussi incongru que bah, qui est appréciable du coup. On se disait, Ouais. c'est fou la vie. Bah oui, moi c'était genre j'en garde vraiment un souvenir joyeux pour le coup. Donc c'est un décor en plus absolument magnifique de nature, ouais, qui transcende presque. Hein, mais bah oui, c'était vraiment une chouette rencontre, Mathieu. Puis c'est vrai que c'est sympa d'être là aujourd'hui et de voir Bah qu'en ouais. quelques instants l'idée était là et que là voilà, ça se réalise. Mm. Ouais, c'est trop chouette d'avoir eu cet élan il y a un petit moment déjà et puis que ça soit toujours là aujourd'hui. Et puis voilà, au-delà de ce qu'on est en train de partager en enregistrant, de toute façon, on continuera d'échanger avec plaisir puis on Oui, verra bien où ça amène. Donc, oui, je me réjouis de ça. Et Mm. dans cette première rencontre qu'on a eue tous les deux, il y a un moment donné où il y a quelque chose que je voudrais peut-être aborder avec toi. Ça dépend de ton niveau d'acceptation et de contentement d'aborder ça. En fait, je te demande pas de parler spécifiquement de tes parents, mais plutôt, je me suis dit, quand on est enfant de personnes atypiques, qu'est-ce qu'on vit? Et ça m'intéresse drôlement parce qu'on parle souvent des personnes qui sont concernées au premier degré. Et puis, bah, il y a ton rapport à ça également, à toi. Mais je me demande, c'est quoi d'être un enfant de personnes, de personnalité un peu hors du commun? Mm. Euh,
Et t'as le droit de pas vouloir y aller. Ouais, non, mais moi j'ai vraiment tellement d'ouverture à partager, là, ça me fait vraiment plaisir. Je vais juste Ok. prendre le temps de voir, tu sais, ce qui est là pour moi. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris dernièrement, c'est que moi j'avais développé une hyper normalité avec des parents un peu atypiques. Ben, c'est ça, c'est une forme de suradaptation aussi, c'est-à-dire que c'est ça, les voyants fonctionnaient, tu vois, en n'ayant pas forcément les codes. Puis moi, je suis enfant unique, donc j'avais pas non plus de personne à côté de moi pour partager. Fait que ça m'a demandé un petit peu de me débrouiller. Mais tu sais, après, j'ai envie de dire atypique ou pas atypique, de toute façon, avoir des parents, tu les découvres aussi, tes parents, dans toute leur unicité aussi. Donc après, c'est un peu de jauger, de discerner avec les outils que tu as. Et puis en fait, quand tu grandis, en fait, je pense que c'est en grandissant aussi d'observer. euh, ah ok, ça se passe comme ça chez les autres. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas tout le monde qui vit ça de toute façon? Parce que on est tous un peu atypiques quelque part, tu vois? Donc, ouais. Après, c'est ça. Après, il y a des particularités. Je rentrerai peut-être pas dans le détail, hein, mais c'est vrai que moi, de voir par exemple ma mère qui a fait un chemin de connaissance d'elle aussi, qu'elle se rende compte d'événements très importants dans son parcours de vie, qui l'avait formaté, tu très jeune, de voir que oui, il y avait, oui, il y avait une hypersensibilité, il y avait un fonctionnement cérébral. Moi, ça m'a donné des indications aussi de ah ok, c'est pour ça qu'elle a réagi de cette manière-là, c'est pour ça qu'elle a appréhendé les événements de la vie de cette façon-là aussi. Ça m'a donné beaucoup d'informations, j'ai envie de dire. Puis je la remercie avec émotion aussi d'avoir fait tout ce parcours parce que moi, ça m'a aidé aussi et toute son ouverture à me voir aussi cheminer. C'est ce qui fait que je vis beaucoup plus en paix aujourd'hui avec ce qu'a été mon éducation, avec ce que je suis aujourd'hui, avec ce que je peux en faire aussi aujourd'hui. Donc, ouais, c'est ça que je pourrais répondre. Ok, merci pour ça, merci pour ton partage. Je me demande, quand tu parles d'hyper-normalisation, c'est quoi la motivation derrière cette envie de normalité? C'est juste l'appartenance qu'on a déjà citée ou il y a d'autres choses? Ouais. Moi, ça revient toujours au besoin d'être aimé. C'est-à-dire que j'ai développé des habiletés, je pense, sociales où j'arrive à me fondre un petit peu n'importe où parce que j'ai tellement besoin j'ai eu tellement besoin d'être aimée que du coup, ça j'ai vu, ah oui, ça je peux être aimée comme ça. Donc, je suis très adaptable en fait à plein de milieux. J'ai développé oui, des capacités à m'adapter à n'importe quel milieu. Et en fait, quand je te dis une hypernormalité, c'est plus, j'essaye, j'ai essayé avec le temps d'être normal dans tous les milieux que je visitais, mais en fait, c'est pas de la normalité, tu vois ce que je veux dire. Après, on pourrait philosopher sur le mot normalité, mais c'est plus une hyper adaptabilité. Là, ouais. Mhm. Mm. J'entends, mais ça aussi, justement, c'est drôle couplé à quelque chose de très contrôlant, comme tu le disais, de très organisé, du coup. Il y a à la fois une très grande souplesse et une très grande rigidité. Oui, Et et voilà. aujourd'hui, ça doit être deux outils vraiment très puissants pour. Ah oui, c'est pour ça que c'est pour ça que je suis devenue prof de yoga aussi, parce que c'est exactement ça, c'est trouver l'équilibre justement entre la souplesse et la force. Et en tout cas, donc oui, ce sont des outils qui me permettent de bien avancer à plein de niveaux. Je dis pas que c'est toujours facile non plus, mais je suis capable d'identifier euh, quand il y a trop de rigidité, justement, et quand il y a trop de lâcher prise aussi. Enfin, toujours faire preuve de discernement, en fait, là-dedans. Donc, trouver voilà, ce juste milieu. Ok, Mais oui, ce sont assurément des habiletés que j'ai développées qui me sont très utiles aujourd'hui. Ouais. Hmm. chouette.
Tu nous l'as dit là plusieurs fois, tu as abordé justement cette formation que tu as suivie de thérapeute en relation d'aide et de l'approche non directive créatrice. Est-ce que tu veux nous en toucher deux mots? Est-ce que c'est intéressant pour toi ou est-ce que c'est résumable en quelques mots ou c'est Mhm. beaucoup plus compliqué que ça et on peut pas trop y aller? Mhm. Alors en fait, c'est sûr que je vais vous inviter à rester attentif. Bah, si vous voulez vous abonner à ma page Facebook, Anne-Cécile Hartemann, TRA, thérapeute en relation d'aide, ou aller visiter mon site web, ou à vous abonner aussi à la page du CRAM, hein, donc le Centre de relations d'aide à Montréal, c'est le CRAM. Parce que je suis en train de co-réaliser un film à propos de l'approche, à propos de Colette Portelance et de tout l'impact que cette approche peut avoir sur les êtres humains. Ça me fait très très plaisir d'en parler, hein. Colette Portelance, pour moi, c'est un génie. Alors après, ce que je trouve génial aussi, c'est elle a une foi profonde que chaque être humain a du génie en lui et qu'il a un potentiel vraiment incroyable en fait, elle a créé une approche qui permet d'aller vers ce potentiel-là et en plus de pouvoir le manifester, si tu veux. Donc on la résume, l'approche non directive créatrice, l'acronyme c'est l'ANDC. Euh, la NDC, c'est une approche thérapeutique à la base, hein, donc c'est une école où on forme des thérapeutes qui vont aider justement chaque personne qui vont être accompagnée par des thérapeutes en relation d'aide à aller comprendre, mieux se connaître eux-mêmes, mieux comprendre comment ils fonctionnent en relation, comprendre les besoins, travailler justement avec les peurs, revenir à la réalité. C'est des choses que je vous partage là depuis le début de l'émission. Mais c'est aussi, il y a une année, la première année, c'est une année de développement de connaissance de soi. Les thérapeutes qui sont formés passent obligatoirement par cette année-là, mais on peut juste faire la première année si on veut. Et c'est vraiment, c'est une approche propulsante pour aller vers soi, justement, tu vois, et vivre des relations plus épanouies. C'est très riche. Donc, je vous invite à aller voir le film quand il va sortir. Ça va plus être probablement à l'automne 2023. Et puis sinon, à vous inscrire à une séance d'information du CRAM, aller visiter le site web. Il y a plein de vidéos sur le web. Colette Portelance, elle participe aussi à des congrès. Là, elle va participer au Sommet de la Conscience au printemps, justement sur un thème rester fidèle à soi, tu vois, qui est tellement un beau sujet. Et puis, moi, c'est ça. C'est là, de tout ce que j'ai découvert comme outil, comme approche, c'est l'approche qui m'a le plus aidé à me transformer, évidemment. Mais c'est sur le plan humain où j'ai trouvé le plus de cohérence et de sécurité, justement. Parce que les formateurs ont tout ce travail sur eux. Tous ces thérapeutes formés à la NDC ont fait tout ce travail sur eux. Et il y a cette espèce de congruence, d'alignement entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils disent. C'est une approche relationnelle. Tu es vraiment en relation avec toi et avec les autres. Et ça, là, c'est tellement précieux, tellement... ça fait du bien au cœur. Voilà. En On entend, résumé, là. on entend tout ton enthousiasme. Et d'ailleurs, j'en Ouais. profite pour dire à Colette, si elle nous regarde, Colette, tu es la Oui. bienvenue ici. Tu es la Ah bienvenue oui. ici, avec grand plaisir. Donc on verra bien si l'invitation lui Oui. parvient. Je pourrais Et lui en... Oui, on regardera bah ça. écoute, ouais, on verra bien. Moi j'aime bien lancer des invitations, puis après tous les grappins ne reviennent pas, toutes les personnes interpellées n'ont pas le temps ou c'est pas juste pour eux sur le moment, Ouais. c'est pas grave. Mais par Ouais. contre, que les invitations soient lancées, c'est ma partie du boulot. Oui. Voilà, tu prends ta responsabilité, tu vois, tu t'occupes de tes Exactement. besoins. Super. Ouais, tout à fait, Un bon tout à fait. exemple. Ouais. Oui. Et je me posais la question, alors je vais bientôt passer la main à Gaëtan pour qu'il puisse justement bah, voir avec toi ce qu'il a retenu de notre échange. Ouais. Mais je me disais, dans ton livre et dans ton discours, il y a beaucoup de positivité, d'optimisme. Et alors, ça ressemble à quoi la face cachée d'Anne-Cécile, je me Mm. demandais. Ouais, bah alors c'est marrant que tu dises ça parce que en même temps dans le livre en fait je pense qu'il y a beaucoup d'espoir mais tu sais c'est important pour moi, c'est pour ça qu'il y a le mot courage, hein. Il y a plusieurs endroits où vraiment je me livre avec le côté sombre, hein. Je voudrais pas que parce que pour moi c'est très très important, c'est l'espace de vulnérabilité qui selon moi est un incontournable
pour aller voir le trésor, en fait, hein, parce que il est au cœur de nos vulnérabilités. Donc, puis ça, là, j'ai aucun problème à en parler. Des insécurités, j'en vis tous les jours. Je- quand il y a des nouveaux projets dans certaines relations, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai des outils un des outils les plus merveilleux, la vérification. Plutôt que d'aller interpréter ce qui se passe chez l'autre, c'est OK d'aller vérifier. OK, là, tu as dit telle chose, je vois que, ouf, ça me fait vivre quelque chose, ça me questionne, j'ai besoin de vérifier avec toi d'où tu pars, qu'est-ce qui se passe. Fait que des difficultés, j'en vis avec mes enfants, avec mes parents, avec des amis, avec des clients que j'accompagne aussi. Des fois, et c'est pour ça que j'ai aussi choisi cette approche-là, c'est-à-dire que je suis pas, je suis pas une fille, enfin, je suis un être humain. Donc ça me demande d'aller moi travailler des choses et je vais les travailler. C'est ce qui fait que j'arrive à être meilleure à chaque séance aussi. C'est parce que je continue de travailler sur moi. Donc, et puis des insatisfactions aussi, puis ça me demande d'aller me regarder là, ok, qu'est-ce qui fait que je suis insatisfaite cette sphère-là de ma vie, puis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Puis c'est ça, de me regarder, des fois de dire, ok, ça, j'aime pas ça de moi, qu'est-ce que je peux faire pour le changer. Ok, courage. Tu vois, tout ça. Mais il y a le truc que j'utilise, moi, c'est le dézoom. C'est si j'aime pas une partie de moi, je vais aimer la partie qui aime pas la partie de moi. Et je vais Ah essayer de oui, la choper comme ça, tu sais, c'est du piège, je me feinte à cet endroit-là. J'ai ce petit truc comme ça qui me fait sourire, en fait, parce que du coup, ça fait que je m'amuse. C'est pas ouais, grave. Ça devient moins ouais, grave que si ouais. jamais je devais vraiment, euh, je Mais sais pas si j'étais en oui, danger. Je suis pas en danger à cet endroit-là, oui. je peux rigoler. Oui, mais par contre, c'est une zone, souvent, ce sont des zones sensibles qui sont éveillées. Et j'ai envie de te donner un petit exemple récent que j'ai vécu. Là, je m'en allais faire quelque chose qui était important pour moi. Puis dans le truc qui allait se passer, il y avait une personne avec qui il y avait un non-dit, justement. Tu vois, quelque chose où je restais en insécurité. Et ça m'a pris plusieurs jours là pour m'en occuper. J'étais dans le retrait, j'étais dans l'évitement, j'étais pas bien. Puis jusqu'au jour où, moi, mon truc, c'est que je le dis à voix haute. Et ma phrase, c'est, je peux pas croire que je donne le pouvoir à cette situation de me priver de tout le plaisir que j'ai à à faire ce projet-là. Et là, bang, tout de suite, c'est tombé dans, ok, j'ai compris d'où ça venait. Puis c'était une zone qui était très sensible pour moi, qui était réveillée là. Et en fait, je l'ai pleuré. Puis j'ai été chercher de l'aide de thérapeute là, qui a pu m'accompagner là-dedans. Fait que moi, c'est le petit truc. Je le dis à voix haute, puis je me rends compte que là, il y a une situation dans laquelle je suis prise, mais c'est quelque chose qui est souffrant, en fait. C'est ça. Donc, ça me demande de prendre soin de la partie de moi qui est en souffrance à ce moment-là. Fait que j'aime ça quand tu dis j'aime la partie que, tu sais. Fait que oui, ça me demande de donner de l'attention déjà, puis de la sensibilité à cette partie-là Ouais. de moi qui est souffrante à ce moment-là. Mm. Quand je parlais de la face cachée d'Anne-Cécile, justement, je suis resté évasif et après j'avais une petite précision parce que effectivement, il y a tout un pan du livre qui prend appui sur les zones difficiles, rugueuses, etc. Ouais. Par contre, c'est la notion de violence. Moi, Mhm. j'ai déjà abordé ça sur la chaîne. Je ne connais pas ma capacité à être violent. Je l'ai jamais sorti. Et mais j'ai jamais été violent physiquement avec quelqu'un et donc du coup j'ignore cette partie-là de moi. Et je sais pas si de ton côté c'est la même chose, mais je trouve qu'à cet endroit-là, j'aurais presque envie de me connaître sans payer le prix de devoir faire mal à quelqu'un pour le savoir, tu vois? Mhm. Mhm. Mais oui, mais là, en fait, du coup, bah, je peux pas, du coup, du coup, je peux pas répondre à ta question puisque c'est caché, je la vois pas pour l'instant, ma face cachée. Hmm. Ok. Tu Parce que vois? ce mot-là de violence dont on serait non Ben, pas celui qui subit la violence, mais celui qui l'a fait sortir de la lui, donne. eh ben, je me demandais, mais je me suis dit, voilà, peut-être on a ce point commun là aussi, de pas connaître cet aspect-là de nous-mêmes. Oui, non, mais en fait, là, ce que tu me demandes, c'est est-ce que moi, c'est plus la face, quelque chose de violent à l'intérieur de moi? Est-ce que tu connais ta propension à la violence, qui, je pense, fait partie aussi de l'humanité, sinon on Oui, serait pas dans le monde dans lequel on vit, tout oui, bêtement. oui. Oui. Et alors moi, ça, je rapproche ça à la colère, en fait, hein, la partie violente. Euh,
Et c'est vrai que c'est pas agréable pour moi de montrer ça, mais moi, et ça se passe plus intérieurement, hein. J'ai pas été violente avec mes enfants, mais c'est vrai que des fois, ça vient me chercher là, au plus profond de moi, et je vois qu'il y a une colère, tu sais, et souvent, c'est parce qu'il y a des limites que je laisse être dépassées. Moi, c'est plus dans ces moments-là. Ou sinon, quand il y a une peur aussi, tu vois, là, l'autre jour, il y a eu quelque chose où j'étais sur la route. Moi, je fais du vélo l'hiver, hein, à Montréal. Puis j'ai eu peur, tu vois, d'un truc. Puis là, il y a eu tout d'un coup là quelque chose de très violent à l'intérieur de moi. Mais là, c'était encore dans le mode survie, tu vois. Mais souvent, c'est quand ça vient me chercher dans l'envahissement. Ou moi, c'est ça là. C'est ça, ça. Ouf, là, dans ces moments-là, c'est dur de me gérer, on va dire. Puis ça, c'est pas caché, là. C'est quelque chose qui est conscient et dont j'essaie de m'occuper, puis de verbaliser. En fait, ça, mais je me suis beaucoup formée aussi à ça, à la communication non violente, à la vivre, ma colère et à l'exprimer, à dire là, je suis très, très fâchée. Puis la colère qui monte, là, je vais te demander d'arrêter de faire ce truc-là. Puis avec un ton qui est en cohérence avec ce que je ressens, là, mais je sais pas si ça répond un peu Bien à ce sûr que que ça tu répond à ma question. Ta réponse, c'est m'ira toujours. c'est vrai. C'est ça que j'interroge. Oui, bien sûr. Il y a pas de réponse attendue pour de vrai. Non, non, Et c'est vrai. j'ai une dernière question à te poser. Et après, je laisse la main donc à Gaëtan. Et ce sera la suivante. Qu'est-ce qui, d'après toi, est le plus beau en toi? Alors, qu'est-ce qui est le plus beau en moi? Hmm. Alors, tu vois, ce qui monte tout de suite comme réponse, puis j'ai de plus en plus de facilité à parler de ça, c'est cet accès à justement la beauté qui est tout autour de moi. J'ai Je pense qu'avec les dernières années, j'ai développé ma spiritualité, tu sais, à travers ma pratique du yoga, à travers l'approche non directive créatrice aussi. La spiritualité, c'est présent. Si je te parle pas de religion, là, je te parle juste de cette espèce d'énergie, de toute la beauté, en fait, qui est autour de moi et que je laisse me traverser par moments. Et je me sens habitée par moments, même quand je donne des conférences ou que j'anime ou que dans des séances de thérapie aussi, où je vois bien que j'attrape des informations. Je sais même pas si ça vient de moi, tu vois. Évidemment, je les attrape, puis j'ai ce discernement, j'ai développé, tu vois, toutes sortes de compétences et des, ouais, pour les exprimer, en fait, j'ai envie de dire, mais j'ai aussi développé cette capacité à les attraper. Et en fait, ce que je trouve beau là-dedans, c'est ça, c'est de me laisser habiter par toute cette beauté, je pense, qui peut émaner, je pense, par moment de moi, parce que c'est des choses qu'on me dit aussi. Donc, ouais, c'est ça que j'aurais envie de partager. Mais je te le dis, là, je vois que je suis habitée en le disant. Hmm. C'est Ouais, bizarre, ouais, hein, mais mais c'est ça. c'est quelque chose que je Ouais. cultive. Ouais. Bah moi, ce que je reçois et de là d'où je suis, ce que je trouverais à souligner comme étant ce que j'ai reçu de plus beau de ta part, c'est le cœur. Et donc ça Ouais. va avec ce que tu viens de me dire. C'est Et- le ouais. cœur. Et là, le cœur et sa capacité d'émerveillement, puisque Ouais. c'est ce que tu mettais Ouais. en mots juste avant pour moi. Voilà. Ouais. Donc je te Tout à remercie fait. beaucoup. Ah ouais, merci de ce retour, ça me touche beaucoup ce que tu me dis, Mathieu. Ouais, le cœur, je suis tellement habitée par ça, ouais. Mhm. Et cet émerveillement, c'est un beau mot pour finir. Ouais, j'étais ravi de passer ce moment avec toi. Je passe la main à Gaëtan et je te dis, bah voilà, bonne suite et fin d'entretien. On se retrouve tout à l'heure pour la fin. À tout à Oui, l'heure. d'accord. Oui, ça marche. Merci, Mathieu. Anne-Cécile, bonjour. J'ai eu le plaisir d'écouter votre entretien du côté de la régie. Déjà, il y a un petit côté magique que je voudrais partager avec toi, c'est de pouvoir me dire on a la possibilité d'interviewer quelqu'un alors qu'il est 20 heures chez nous et qu'il est 14 heures chez toi. Ben Donc le oui, côté magique, je me dis grâce à la visio, on peut se rencontrer alors que peut-être physiquement, par une raison de limite, de plein de choses, dans la vie, on n'aurait même pas eu l'occasion d'échanger. eh ben Vous oui. avez parlé du plaisir d'échanger avec Mathieu tout à l'heure. Et je me dis, bah, grâce à cette technique, on peut échanger. On a le plaisir de pouvoir échanger ce qui se passe en nous. Et bah Mhm. voilà, je voulais
mettre en avant ce côté magique et Bah la oui, magie de ce que j'ai entendu. ouais, oui, vive la magie. Vive la magie des nouvelles technologies. Quand elles sont Ouais. employées dans certaines valeurs humaines, en tout cas. Mhm. Mais oui, puis qu'on puisse avoir ce moment de partage riche à l'autre bout de l'Atlantique, c'est vrai que c'est génial. Mm. Presque envie de dire par rapport à la visio, parfois comme elle est utilisée pour faire de l'information descendante, non pas pour asservir, mais justement pour développer et pour ouvrir. Et c'est comme ça Mhm. que je trouve que ça se passe entre nous dans ce genre d'interview. Donc ça, c'est agréable. Ben oui, ouais, oui, ça l'est, ouais, tout à fait. Ce que j'ai noté, on a parlé du mode survie, tu nous as parlé du mode survie, et tu disais, à un moment donné, tu partageais que tu ne te considérais pas nécessairement en paix avec toi-même, qu'il y avait du coup, comme tout le monde, des hauts et des bas, et que ta capacité acquise, parce que comme tu l'as dit, c'est un vrai travail, ça avait été à un moment donné de vivre et de faire avec ses hauts et ses bas. Mhm. Donc plutôt que de faire une sorte de déni en se disant je ne veux vivre que du up, accepter que l'un ne va qu'avec l'autre. Alors c'est peut-être des choses qu'on entend souvent en disant il ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre et l'autre donne du goût à l'un. Puisqu'on connaît la pluie, évidemment le soleil a du goût, s'il n'y avait que du soleil. N'empêche que je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin, chacun d'entre nous, de vivre dans ses tripes à un moment donné, pour vraiment, même si la phrase paraît répétée tellement de fois, pour vraiment que ça soit quelque chose que l'on ressent en fait, corporellement, comme Ouais. dans le ventre. Est-ce que ça te parle Mhm. quand je te dis ça comme ça? Oui, ça me parle. Puis moi, j'aime bien que tu t'amènes cette précision-là parce que l'image que j'utilise beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est l'image du barrage. Et en fait, justement, c'est comme si pendant plein d'années, on accumule derrière un barrage plein de souffrances, plein d'émotions. Et puis que, à un moment donné, c'est ça, c'est de trouver le courage de pouvoir diminuer la pression un peu de tout ce vécu souffrant qu'il y a de l'autre côté, de toute cette peine qui s'est accumulée. Puis il y a des techniques pour ça, parce que déjà d'être avec quelqu'un, ça supporte. Puis de se rendre compte qu'il y a des valves aussi dans le barrage. Donc il y a des moments où tu peux arrêter aussi, parce que quand tout se déverse d'un coup, c'est là où ça devient fatal, un peu comme Mathieu le disait tout à l'heure. Et en fait, de se rendre compte que de se confronter en fait à cette émotion aux tripes, hein, un peu de le ressentir justement cette souffrance, plus tu y vas, ce qui est intéressant, c'est que plus tu y vas, en fait, plus le niveau derrière le barrage diminue, moins il y a de pression et en fait, moins c'est souffrant et moins ça dure longtemps. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est pour ça que je dis, moi, il y a des hauts et des bas, il y en a toujours des zones sensibles, ça va rester sensible, mais on y va moins longtemps et c'est moins souffrant. Donc c'est pour ça que c'est de trouver le courage d'aller s'y frotter justement, mais et accompagner. Moi, c'est le premier chapitre de mon livre là, demander et recevoir de l'aide. Moi, j'ai pas fait ça toute seule, là. Au début, c'était trop insupportable. Il y avait tellement de peine, de souffrance, je tombais dans un vide affectif, là. Donc ouais. Donc là, ce que je retiens, c'est le côté, alors je dirais espoir, mais espoir parce que c'est ton vécu, de plus tu acceptes, alors j'allais utiliser affronter, mais c'est un mot qui a une violence, qui a une connotation, plus tu acceptes de le voir, de le ressentir, moins ça dure longtemps. Plus tu acceptes de le Ouais. connaître, moins ça va être une douleur qui va durer. Ouais. Ben, tu sais, c'est cette phrase hein, quand même connue, tout ce à quoi tu résistes persiste, et tout ce à quoi tu fais face s'efface. C'est ça. Ben, Très résister, joli. résister, c'est souffrant. En fait, tu es en train de tenir le barrage tout le temps, là. C'est fatigant. C'est ça. Donc, Est-ce que c'est la peur de se faire engloutir par l'émotion? oui, moi, c'est ça que je peux voir. Et il y a un truc que j'ai envie de nommer aussi, que je trouve bien important, ça c'est Mathieu parlait de déclic aussi là, mais c'est pas un déclic récent. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que faut faire attention aussi à ce déversement émotionnel. C'est pour ça que moi j'aime bien utiliser l'image des valves. C'est que des fois on peut les refermer parce que des fois d'aller se replonger dans des zones souffrantes, d'aller revisiter l'enfant blessé et de pas en sortir, ça peut être retraumatisant en fait. Donc c'est
de pouvoir pleurer, ressentir, être sensible à cette partie-là de nous qui a été souffrante, mais d'en sortir aussi. Voilà, faut savoir en sortir. Et c'est pour ça que c'est important par moment d'être accompagné avec des professionnels aussi. Parce que moi, j'y étais un peu à cet endroit-là, et il y a des bouts où je me suis pas fait du bien. Puis un moyen, là, une autre boussole, c'est de voir qu'après, il y a un soulagement, on est plus en paix, on a pleuré, par exemple, hein, c'est pas pour tout le monde que ça passe par les larmes, mais il y a quelque chose qui est plus soulagé. Alors que sinon, on reste dedans, on n'est pas bien, il y a de l'anxiété qui vient se greffer là-dessus. Ça veut dire qu'on on est dans un cercle vicieux. Donc, voilà. Est-ce que l'anxiété dont tu viens de parler vient en opposition à la joie sur les... Est-ce que ça serait une sorte d'opposé? Ouais, alors après, je suis pas une spécialiste de l'anxiété, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, l'anxiété, c'est beaucoup généré par des pensées envahissantes, par du stress, puis c'est sûr que ça vient faire un écran à, oui, à la joie, à la détente. C'est du stress, hein, l'anxiété, donc ça fait écran, oui. Tu as parlé de lâcher le contrôle à un moment donné. Et je me suis demandé si l'enfant intérieur qu'on a à l'intérieur de nous, ce souvenir de cet enfant un peu naïf, un peu espiègle et qui arrive à s'émerveiller de plein de choses, est-ce que c'est une voie justement pour lâcher le contrôle? Parce que pour moi, c'est ma vision et je ne sais pas si tu la partages, être dans le contrôle, c'est aussi perdre justement l'effet de surprise, puisqu'on va voir parfois venir les choses, puisqu'on va anticiper les réactions, lire les réactions essayer de jouer comme un joueur d'échecs à l'avance ce qui va se passer. Et du coup, on n'a plus l'effet de Mhm. surprise. Et pour moi, l'effet de surprise, c'est des endroits qui me mettent en joie. Donc, est-ce que Mhm. lâcher le contrôle, c'est de nouveau se laisser la possibilité de retrouver son émerveillement enfantin et ce plaisir de cet émerveillement, de cette découverte? Mhm. Ben, j'ai envie de dire que tu réponds, tu réponds dans la question. Parce que c'est sûr que si tu es tout le temps en train de contrôler, tu sais, j'ai envie de donner l'image des deux mains accrochées. Tu sais, quand tu as les deux mains, moi c'était ça, j'ai beaucoup utilisé cette image-là aussi au moment de la séparation, là. C'est comme si j'avais les deux mains sur le gouvernail bien, bien accrochées, là, puis quasiment ficelées, tu sais. Fait que c'est sûr que quand tu lâches, et puis fixé sur un objectif, et que j'avais des œillères aussi. Donc, tu sais, déjà d'enlever les œillères, de lâcher une main. Moi, je dis, faut pas tout lâcher non plus, surtout au début, là, quand on a été beaucoup dans le contrôle. C'est très insécurisant. Donc, tu gardes une main sur le gouvernail, mais c'est juste que tu regardes. Ok, là, la mer est calme, c'est bon. Puis tu peux voir d'autres horizons, tu peux voir. L'idée, c'est pas. Mais oui, si tu es trop accroché, trop dans le contrôle, tu passes à côté de oui, plein de possibles et donc de l'émerveillement de la vie, évidemment. Mais après, c'est de trouver son rythme aussi là-dedans, parce que de tout lâcher tout d'un coup, ça fait que tu peux peut-être pas voir la tornade qui est là-bas. Puis ça demande de se préparer aussi. Moi, je dis, quand j'étais dans la fonction publique, très sécurisant l'emploi, mais je suis passée de 5 jours à 4 jours, à 3 jours, à 2 jours, à contrat. J'étais insécure. Fait que je m'en suis occupée tu fais pas de tout un l'un à l'autre. Je recommande pas ça nécessairement. Mais d'y goûter, voilà, un petit pas à la fois, là. Ah oui, ok, là, je suis en sécurité. Ah, c'est donc génial, cette surprise-là qui m'arrive. Et le Ouais. côté progressif de ce que j'entends. Bah, moi, ça s'est passé pour moi comme ça. Vous verrez Et pour vous. Mais je ça paraît recommande pas pas de sauter dans. illogique. Hmm. Ça paraît pas illogique puisque si effectivement ton expérience est mauvaise dans ce côté je lâche tout, on retourne encore plus dans le contrôle en se disant bah ouais je Mais savais oui. bien, j'avais raison, fallait effectivement Oui, que je contrôle. oui, oui. Et puis en fait, bon, moi, je travaille beaucoup avec les images hein, dans ma façon de travailler, mais c'est aussi ce pont, si tu veux, que tu as à traverser, tu sautes pas dans le vide. Et allez, après, tu te prends un parachute, un deltaplane, tu construis un pont, tu t'y vas avec ce qui te parle pour toi, mais tu te sécurises. Tu te sécurises, tu fais pas n'importe quoi, parce qu'il y en a des dangers réels. Si tu démissionnes du jour au lendemain et que tu n'as aucun revenu pour te lancer dans une nouvelle carrière et que tu n'as rien préparé, tu fais pas ça non plus, tu vois. C'est de ne pas être inconscient non plus. Donc, Je, voilà. je rajoute une image à ton image, c'est sauter en parachute mais en ayant bien préparé son parachute de secours aussi. Voilà, ben oui, exactement. Et donc c'est génial. Tu vas découvrir plein de paysages, mais en plus en sécurité. Donc, voilà, c'est pour pas faire n'importe quoi non plus. De se mettre à risque, en fait.
Tu as parlé du terme de croissance relationnelle qui vient peut-être répondre à... Alors chez nous, peut-être en France, ça serait le développement personnel. Tu as utilisé une autre expression tout à l'heure. Mais le concept de croissance relationnelle, tu as lié ça à une pulsion de vie qui vient dans la relation être nourrie, ce qui vient apaiser les souffrances. Et tu nous as aussi lié tout ça au rapport au groupe en nous disant que nous sommes des êtres grégaires et que le groupe finalement c'est un moyen de se rassurer, de retrouver aussi sans doute le côté archaïque, mais de trouver aussi des sources d'amour, sauf que avant de pouvoir finalement entendre ou ancrer ces sources d'amour, faut déjà avoir conscience de sa valeur personnelle. Sinon, c'est plus difficile vraiment de, même si on arrive à les entendre, de vraiment les accepter quelque part et s'en nourrir. C'est bien ça que tu nous as évoqué? Oui, tu vois, c'est marrant parce que quand tu dis ça, je suis en train de penser justement à des enfants qui ont grandi avec toute la valeur que les parents pouvaient leur donner et que voilà, il y a cette confiance en fait qui est là depuis tout le temps et je pense à des clients aussi où justement qui ah, ça a tellement pas été là, puis ça a été tellement dans l'autre sens, tu tellement critiqué, dévalorisé, blâmé, dans le reproche, dans être jamais correct, tu toujours observer le truc qu'on a mal fait. Fait que c'est quelque chose de se reconstruire après ça, là. C'est vraiment, fait que moi je crois, puis ça me touche de partager ça, c'est-à-dire que je crois qu'on a pu être très blessé en relation, mais qu'on peut aussi guérir en relation. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce travail et que je crois beaucoup à cette croissance relationnelle, c'est que vraiment de se voir à partir de ce qu'on est aujourd'hui réellement, tu sais, puis de se le faire dire par quelqu'un qui le croit vraiment, qui le voit vraiment, ça peut faire énormément de bien. Ouais. Et nous faire grandir, voilà. Tout le processus d'actualisation, j'aime beaucoup ce mot aussi, voilà, de sortir de l'enfant blâmé à l'adulte qu'on est, tout simplement. Là. Cette impression d'avancer, tu as dit aussi à un moment donné, la mise en mouvement, elle est importante. Là, tu es revenu sur ce que tu évoquais de mon point de vue, c'est-à-dire ce canal émotionnel abîmé. Comme tu l'as dit, tu as parlé de canal émotionnel abîmé. Et je me dis que si on a cette image-là de canal émotionnel abîmé, on peut comprendre qu'on peut avoir du mal, s'il a été abîmé, si on l'a ressenti abîmé, on peut avoir du mal à le réinvestir, puisque parfois ces expériences, et je dirais presque de départ justement naïves, pour reboucler avec ce que je disais avant, ces expériences naïves d'utiliser ce canal émotionnel ont créé de la souffrance, et souvent liées à des relations toxiques qui l'ont justement abîmé ce canal émotionnel, et on peut comprendre qu'en protection, eh ben, on n'a pas eu envie de les réutiliser, on n'a pas eu envie de se remettre à nu, mais plutôt de le tapisser avec des choses qui nous permettaient de moins ressentir. Ou bien encore, on a réduit tout ce qui pouvait potentiellement être abîmé par l'autre, créer une sorte de choses beaucoup plus solides, mais beaucoup moins perméables. Est-ce que ça recouvre ton idée? Ben oui, tout à fait. Puis je t'écoutais encore avec émotion, hein, parce que j'ai des souvenirs personnels, mais aussi de voir des gens tout d'un coup. Puis moi, tu vois, c'est quelque chose que je fais en thérapie aussi, c'est-à-dire je le fais en métacognition, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a des gens, je leur dis, là, je vais faire un exercice avec toi. Je vais te dire des choses, puis je vais aller vérifier si tu me reçois. Et en fait, on avance comme ça dans les séances, et c'est vrai qu'il y a des moments tellement poignants où en fait, tu vois la personne qui, pour la première fois, se voit à travers les yeux de l'autre, tu vois. Et mais c'est quelque chose, parce que c'est vrai que ça a été gelé, en fait. Donc c'est comme si quand ça dégèle, là, ça, tu sais, quand t'as un bras endolori, là, que ça circule plus, ça recircule, c'est vivant, mais c'est pas agréable au début. Ben, ça fait un petit, c'est curieux, mais c'est vrai que ça peut ressembler à ça aussi. C'est super, c'est intense, en fait. Ça peut créer quelque chose d'un peu intense. Donc ça demande à être accompagné, ça aussi, éventuellement. Parce que ça peut faire peur, cette intensité-là. C'est comme le barrage aussi. Ça peut faire peur. Effectivement, là, ton image, ça me fait penser à la neige, et au départ, tu sens rien, puis d'un coup, quand ta main se réchauffe, ça brûle, en fait, trop de Oui, sensations d'un coup, alors que oui, c'était anesthésié auparavant. voilà, c'est ça. Et la Et en peur de fait, se faire c'est vrai. submerger, est-ce que ça va s'arrêter?
Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est un autre modèle là auquel j'ai été formée là qui s'appelle l'intelligence relationnelle, un modèle c'est François Ledos qui a créé ça. Et en fait, il parle lui en fait, c'est une illusion de sécurité. Quand on se met dans ce mécanisme de défense où on se coupe, en fait, on a l'impression que tout va bien. Puis c'est comme tu disais, on tapisse là, et que on a l'impression qu'en fait on est bien, mais en fait on est coupé, on n'est pas vivant justement, tu vois. Il y a quelque chose qui est privé de la pulsion de vie là. Mm. Des zombies qui avanceraient minute par minute dans la vie jusqu'à Hein. attendre la fin. Et voilà, et voilà. C'est un peu ça. Tu as parlé de l'amour de soi et je sais pas, la façon dont tu as t'as prononcé le terme soi m'a fait penser au côté soyeux. Donc effectivement, l'amour de Oui. soi peut être doux et soyeux. Une boussole qui peut être le contact avec la joie. Mathieu en a parlé de son côté aussi, plutôt que de cogiter pendant trop longtemps. Est-ce que ça me met en joie et que ça peut être tout simplement la direction à prendre pour aussi aider à retrouver de la confiance en soi. Mhm. La créativité peut être une piste. Tu as parlé de courage. Il faut aller chercher sans doute justement cette part ludique, créative, et réussir à se mettre en mouvement, qui à certains moments de vie, c'est pas évident. Non. Voilà, c'est pour de multiples raisons, ça peut ne pas être évident, mais comme tu l'as dit, ça n'a rien de magique. Il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Et tu l'as Mhm. dit, et j'ai beaucoup aimé cette tournure de phrase, donc je me permets de la reciter. C'est la Mais vie oui, amène à la vie. Et ça, je mais trouve oui. très chouette. Oui, puis j'ai envie de rebondir avec ça. J'ai écouté quelque chose là plus tôt cette semaine et en fait qui disait la force. En fait, c'est Stutz, je pense, ou en tout cas c'est un psychiatre, je crois qu'il est américain, et qui parlait de la force vitale. Et en fait, qu'il y a trois piliers dans la force vitale. Et en fait, le premier pilier, c'est le corps. C'est quoi qui te met en vie? C'est ton corps. Fait que c'est sûr que si tu veux, tu sais, il disait, c'est sûr que si tu vas pas bien, que tu es en dépression et que tu es dans ce cercle vicieux et qu'en fait tu trouves pas le courage d'aller marcher, de bien t'alimenter, que tu trouves pas des solutions pour bien dormir, etc. Tu restes dans le cercle et en fait le mouvement, prendre soin de ton corps qui est ton véhicule, ben, par définition, ça va amener des changements. Et que, en tout cas, après, c'est compliqué. Je dis pas que c'est comme ça, là, mais il y a quelque chose de logique, de mécanique, j'ai envie de dire presque là-dedans. Mm. Est-ce qu'on peut dire que en regardant le chemin que tu as parcouru, c'est comme ça que tu vois ça, et que c'est vrai que pendant que tu es dans la phase, tu peux avoir des élans te disant ça serait mieux que, et que c'est compliqué, mais que c'est vrai que c'est plus facile de voir par où on est passé, et on a envie de conseiller les autres justement en les incitant, en essayant d'être inspirant, en leur disant ce que tu ressens en petite, oui, il faudrait que je sorte, oui, effectivement, fais-toi confiance là-dessus, je sais que c'est dur, quand je regarde, Ouais. c'est comme ça que c'est sorti, voilà, c'est comme ça que j'en suis sorti. Ouais. Alors, là, tu amènes quelque chose d'important. Moi, je travaille avec la non-directivité. Donc, je vais jamais apporter de conseils. Par contre, c'est sûr que je D'accord. vais montrer des choses aux gens, mais moi, je vais les aider à trouver leurs pistes de solutions parce que c'est pas à moi de leur dire qu'il va falloir qu'ils aillent marcher ou quoi, mais je vais les aider à voir qu'il y a quelque chose là, c'est vrai, qui est dans un cercle vicieux, que ça, ils sont victimes. Il y a un bout où ils sont victimes de ce qui se passe. Donc, je les aide à retrouver leur pouvoir. Donc, en tout cas, c'est ça. Dans l'accompagnement que j'offre, là, c'est plus sous cet angle-là. Parce que les conseils, il y a quelque chose qui part de toi. Tu sais, moi, et c'est pour ça que le livre, je l'ai écrit aussi. Moi, c'est ça qui a marché pour moi. Puis je le dis au début, c'est un couteau suisse. Vous trouverez la recette, ça dépend. Vous en êtes pas au même point. Peut-être vous êtes plus avancé sur des trucs, moins sur d'autres. Vous n'avez pas la même histoire, mais il y a des outils que vous allez pouvoir, voilà, vous approprier. Mais c'est important que ça vienne pas de l'autre parce que c'est toi qui sais le mieux ce qui est bon pour toi, en fait. Mais c'est ça. Oui, comme je disais, là, le conseil, c'est toi qui regardes sur toi, qui a cheminé. Donc c'est déjà du passé, ton conseil. C'est Oui, pas ah l'avenir oui, de c'est l'autre. ça. Enfin, je sais pas si c'est très Oui, clair, c'est ça. mais... Oui, ouais, ouais, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Hmm. Alors je réfléchis en direct en même temps que je te parle, hein. C'est pas un truc que je traîne Ouais, depuis c'est bon. longtemps. Je me permets de C'est bien. réfléchir en direct et c'est Ah oui, aussi c'est ça, super, j'adore. l'un des Bah oui, plaisirs de l'échange. bah oui, Ça amène dans un endroit que j'avais pas prévu et c'est chouette. ah oui. Ah bah super, Euh, merci de nous en faire part, Gaëtan. C'est le fun. Tu as parlé de la relation amoureuse d'avant. Tu évoquais que
il y avait une relation amoureuse que tu vivais, que tu imaginais plutôt inconditionnelle, si j'ai bien compris ton évocation, et tu t'es rendu compte finalement qu'elle pouvait être conditionnelle et accepter que cette relation amoureuse entre un homme, une femme, une femme, un homme, en tout cas que cette relation pouvait être conditionnelle parce qu'on a chacun ses besoins, on a chacun notre parcours, nos choses à réparer peut-être, et que bah voilà, autant on peut avoir pour des enfants, ses enfants, de l'amour inconditionnel, autant dans le couple, c'est pas nécessairement comme ça qu'il faut le regarder avec le côté magique parfois des contes de fées. Donc sortir de ce côté conte de fées pour être un peu plus rationnel et accepter aussi qu'il n'est nécessaire de communiquer. Tu as évoqué, on ne peut pas viser dans le mille systématiquement quand on joue aux fléchettes si on t'explique pas entre guillemets les règles du jeu. Donc savoir Mhm. communiquer, ce qui est parfois courageux aussi, je trouve, surtout Mhm. quand c'est pas communiquer des choses, comment on va dire ça, toujours constructive, on peut ne pas avoir envie, et ça peut être Mhm. compliqué de l'évoquer en couple, et savoir aussi poser ses limites pour ne pas aller jusqu'à s'éteindre. Et ça aussi, Mhm. ça a vraiment résonné en moi quand tu en as parlé. Mais oui. Euh, je discutais ce week-end avec quelqu'un par rapport à son rapport avec la famille et avec son ex, son amoureux. Elle me disait qu'elle voyait la famille comme justement un endroit où elle pouvait trouver de l'amour inconditionnel et que pour elle, comme son homme, son mari, était partie prenante de la famille, elle ne pouvait pas concevoir que ça allait pas être un amour inconditionnel qu'elle donnait vers lui. Ce qui fait qu'elle a accepté beaucoup de choses dans leur histoire jusqu'à ce que ça se sépare. Donc, tu peux juste confirmer effectivement ta vision, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans la famille un amour inconditionnel, mais il faut vraiment accepter que dans la relation, comment on appelle ça, amoureuse entre deux adultes, cette relation peut être plus conditionnelle et l'accepter comme telle et travailler autour de ça en conscience. Mhm. En fait, c'est marrant parce que quand je t'écoute, parce que même quand tu me parles de cet amour inconditionnel parent-enfant, oui, mais j'ai envie de dire, c'est important que le parent, il s'oublie pas non plus là-dedans, parce que c'est quoi qu'il donne comme modèle à son enfant? C'est qu'il s'oublie, tu vois? Fait que il y a encore là, on pourrait philosopher sur c'est quoi l'amour inconditionnel, c'est quoi l'amour conditionnel, mais si tu veux, si on revient à la notion de besoin et d'exister en relation, euh, tu sais, j'ai envie de dire, même le parent, faut qu'il existe avec ses besoins, avec ses limites auprès de ses enfants aussi, parce que sinon, il y a de l'oubli de soi et tu modélises quelque chose pour l'enfant qui est pas réaliste. Et donc, l'enfant, il va acheter comme croyance que quand on est un adulte, on s'oublie. Ça marche pas, tu vois. En plus, socialement, le côté sacrifice ou sacrificiel, ça peut être quelque chose qui est véhiculé en tant que... Mais oui. Mais oui, mais qui est pas humain. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. On a des besoins. Je veux dire, Merci de et remettre ça en juste. lumière. Mais oui, mais en fait, juste de s'assumer avec ça et puis qu'on a tous des besoins différents. Et alors, il y a quelque chose que je peux donner comme petit truc aussi que j'adore. Et c'est Colette Portelance aussi qui parle de ça. Elle dit il faut habiller ses besoins avec des désirs. C'est-à-dire que ton besoin de connexion, Gaëtan, va être bien différent du besoin de connexion de Mathieu. Et c'est quoi pour toi la connexion? Tu sais, ça peut être, ben moi j'ai besoin de me coller quand on regarde un film avec ma blonde. Moi la connexion, ça va être d'envoyer 8 messages par jour. Moi la connexion, c'est une conversation profonde une fois par semaine. Fait que un besoin, il peut être répondu de tellement de manières différentes et c'est ta responsabilité d'informer la personne aussi de comment tu peux viser dans le mille. Puis la personne, elle va dire ah oui ça je peux faire, ça non j'ai mes limites. Moi non, écrire 8 messages par jour c'est pas possible. Par contre me coller oui avec joie. Tu sais. Puis fait que c'est ça, c'est un gros dossier aussi hein, les besoins, mais ouais de pas s'oublier. Puis c'est ta responsabilité de dire moi c'est ça mes besoins et mes limites. Je trouve ça essentiel pour réussir à se rencontrer, que d'être conscient justement de ses besoins et que parfois, ben, on n'a pas à fusionner à 100% jusqu'à s'oublier. On peut s'apporter et on peut trouver des stratégies si l'autre... Mais oui, mais oui, puis fusionner, tu sais, pour moi, c'est un peu ouais. l'image de la drogue, hein. En fait, tu fusionnes, c'est bon, là, t'es avec l'autre. Moi, j'ai fait le deuil, ça m'a demandé de faire le deuil de ça aussi, parce que ça peut être grisant, tu vois, de fusionner avec l'autre. Mais sauf que t'es pas toi.
t'es pas toi. Il y a un bout où tu disparais là-dedans. Et l'autre aussi. Donc, puis à la limite, fusionner à un moment, dans l'intimité, mais c'est pas viable de fusionner tout le temps. T'étouffes au bout d'un moment. Je crois même que certains médecins appellent les premiers shoots de certaines drogues la lune de miel. Donc c'est ce Ah côté ouais. au début. Et je pense que, si j'ai bien compris aussi, ce sont les mêmes capteurs qui finalement, au moment du Oui. début de relation amoureuse et au moment du premier shoot, vont Mm, être stimulés et mm. en demander. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, ouais, c'est ça. Donc, faut faire Euh, attention à ça. Mais en même temps, c'est beau, hein, de fusionner, mais c'est juste pas tout le temps. Et puis oui, Ça la peut lune être de miel. addictif. Voilà, mais puis la lune de miel, c'est super aussi. Les premiers moments de relation, faut en profiter, mais toujours avec discernement, tu vois, de pas se perdre. Voilà. Tu viens d'en reparler de Colette Portelance, d'un mouvement ou d'une formation que je connaissais pas qui s'appelle l'ANDC, c'est-à-dire l'approche non directive créative. Évidemment, je propose aux personnes qui ne connaissent pas comme moi d'aller étudier le sujet, voir voilà, pour culture générale ou plus si affinité. Et tu nous as dit aussi que tu avais été formé à la CNV. J'ai une question justement à propos de ça, par rapport à des choses qui nous arrivent parfois dans la vie. Toi qui as été formé, ce qui n'est pas mon cas, il y a eu une interaction qui s'est faite il y a quelque temps de quelqu'un qui disait être formé à la CNV et qui proposait finalement d'utiliser certains termes plus que d'autres à un groupe. C'est-à-dire le groupe, les gens dans le groupe employaient des termes et à un moment donné, la personne est intervenue en disant je vous propose d'utiliser plutôt tel ou tel terme. Et je me demande si le fait d'intervenir, c'est ce qui m'est venu comme question à ce moment-là personnellement, est-ce que le fait d'intervenir finalement pour changer le cadre, le champ lexical de l'autre, est-ce que ça fait partie de la CNV finalement? J'ai eu un doute à ce moment-là. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, oui, alors moi je suis pas. En fait, j'ai été formée en communication. C'est plus la communication authentique avec l'approche non directive créatrice de Colette Portelan. J'ai fait des stages en CNV, mais j'ai pas la formation. Je pratique pas en tant que spécialiste de CNV. Donc, ça va être difficile pour moi de répondre à cette question précisément. Mais ta question, c'était plus par rapport à changer le champ lexical de l'autre. Je me suis dit en fait à ce moment-là, tu imposes ta carte dans le territoire de l'autre en disant je te propose plutôt d'utiliser ces termes de CNV. Voilà, la limite de la CNV, pour moi, c'est tu l'incarnes, tu utilises les termes. Et là encore, si tu es inspirant, un peu ce que vous êtes dit avec Mathieu tout à l'heure, l'autre va peut-être avoir envie de cheminer sur ton chemin. Mais c'est pas plus directif que ça pour le coup. Voilà, c'est ce qui me... Ouais. Mm, bah oui, bah c'est ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai juste envie là où j'ai envie de rebondir par rapport à ça, c'est par rapport à les mots, c'est important, hein. Parce que comme je te dis, le besoin de connexion, en fait, le danger dans l'utilisation de certains mots, c'est l'interprétation. Et donc, c'est pour ça que moi, quand je travaille avec des couples ou, enfin, c'est des dyades, hein, ça peut être c'est pas forcément juste des couples, mais il y a trois éléments principaux qu'on vise, c'est les 3 E, c'est l'écoute, l'expression et l'empathie. Puis je te dirais que l'écoute, c'est si t'as pas bien écouté ce que le partenaire a dit, oublie ça à la suite, en fait. Donc, tu sais, au niveau des termes ou du lexique qui est employé, peu importe, mais c'est juste de s'entendre qu'on a la même compréhension de la situation. Donc, les mots sont importants, c'est vrai. Donc, c'est ça, mais que j'aurais quand même envie d'ajouter. Je trouve ça bien, bien important. Est-ce que c'est. Moi, on fait un circuit là au niveau des informations qui circulent. Qu'est-ce que tu as entendu? Ok. Puis là, l'autre personne peut ajuster. Et puis des fois, tu entends des trucs, mais ça n'a rien à voir avec c'est juste l'interprétation, parce que le cerveau va plus vite que les mots. Donc la personne, elle reçoit des informations de son cerveau, alors que c'est pas ça qui a été dit. C'est fascinant de voir. Donc c'est une étape bien, bien importante. Et le partage est tellement nourrissant que parfois on est dans une urgence d'avoir envie de répondre pour continuer encore à Ouais. épaissir un petit peu la relation et épaissir l'échange. Oui, mais sauf que là-dedans, il y a moins d'écoute parce que tu es déjà en train de répondre. Donc, et c'est ça qu'on fait en communication authentique, c'est que on reçoit l'information et on dit ce que ça nous a fait d'entendre l'autre. Tu vois? Et ça là, on appelle ça des feedbacks, c'est nourrir en retour. Ça là, c'est tellement délicieux sur le plan relationnel. Dire l'impact que ça a sur toi quand tu entends l'autre te partager que
Ben, il a envie de l'insécurité. Tu sais. Puis, tu sais, là, l'espèce d'acte, enfin, la réaction de jalousie, c'est parce que la personne, elle a peur de perdre, parce tu vois. Puis c'est ça qu'on va favoriser. Ben, ça me fait de quoi de savoir que tu as peur de me perdre? Puis je reçois l'amour, l'importance. C'est sûr que ça me fait pas rien, cette crise de jalousie-là. J'aime pas ça, comment ça se passe. Mais là, quand je t'entends là-dedans, ok, là, il y a de la sensibilité, justement. On a commencé avec ça. Tu me fais une transition en or puisque j'avais justement envie de boucler sur mon début d'intervention, c'est-à-dire que je te remerciais vraiment pour cette rencontre qui m'a mise en joie. Donc c'est Ah, exactement, on s'est bien synchronisé. Merci ah, beaucoup super. pour tout ça. Merci beaucoup, Anne-Cécile, pour ta confiance et pour cet échange sincère et plein de cœur et d'humanité. Les liens pour accéder à tes livres et ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire, à t'abonner bien entendu, et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!